Bien, je vais terminer sur le sujet de l'homéopathie par un dernier chapitre qui est très pratique. C'est comment, donc dans la pratique, on prépare ces remèdes. Et là, il faut savoir qu'il n'y a pas il n'y a pas une méthode homéopathique, mais il y en a deux en fait. Il y a ce qu'on appelle la dilution hahnemannienne ou centésimale, qui est représentée par les symboles C ou CH sur les médicaments. Et puis il y a ce qu'on appelle les dilutions korsakoviennes, qui sont représentées par le symbole K. Donc Hahnemann, j'en ai déjà parlé, c'est ce scientifique allemand, cet érudit, c'est un érudit plus qu'un scientifique, cet érudit allemand qui va comprendre qu'il y a une force vitale à l'œuvre dans tous les êtres vivants et que cette force vitale, dans une pathologie, elle a du mal à s'exprimer, d'où la maladie. Et donc on va la remobiliser en envoyant un remède qui provoque, lorsqu'il est concentré, les mêmes symptômes que ce remède, la maladie dont on veut guérir. Alors, comme on l'a vu, il y a une tradition, Hahnemann s'inspire d'une tradition alchimique de Paracels. C'est pour ça que, même aujourd'hui, on a beaucoup de mal à admettre l'homéopathie, parce qu'il y a ces racines alchimiques qui vont être complètement extirpées et éradiquées au XIXe siècle par les travaux de Lavoisier et puis de tous les chimistes, qui vont mettre un point d'honneur à clouer au pilori les théories alchimiques. Mais peu importe, Hahnemann est antérieur à ces choses-là, donc il peut encore se permettre d'évoquer cette force vitale. Et comme on l'a vu, donc, cette force vitale, il va falloir la solliciter de l'intérieur. Donc il va falloir diluer la substance toxique en la dynamisant. Ça, c'est le terme qu'on emploie aujourd'hui, le procédé de la dilution plus le fait de secouer la dilution s'appelle la dynamisation, du grec dynamos qui veut dire force. C'est-à-dire qu'on va mettre de la force dans le remède. Et évidemment, plus vous diluez, plus vous secouez, plus la force est importante. C'est une force qui va s'exprimer de manière immatérielle sur la force vitale qui anime tout être vivant. Voilà, donc sa technique, elle est bien connue. Vous partez d'une teinture mère, prenez une goutte que vous mettez dans un récipient et puis vous rajoutez 99 gouttes d'eau. Alors là, on retrouve une substance qui est évidemment pas banale. Pour ceux que ça intéresse, ils peuvent aller voir tout le programme sur l'eau. Pourquoi l'eau est quelque chose d'important pour la vie. Donc c'est pas un hasard si Hahnemann utilise de l'eau. Et puis vous obtenez comme ça un nouveau mélange que vous dynamisez en secouant plusieurs fois, et puis vous reprenez une goutte de cette solution qui est dite 1CH pour faire une 2CH quand vous avez complété avec 89 gouttes d'eau et ainsi de suite. On va typiquement jusqu'à 30CH. Pourquoi on ne va pas plus loin ? Tout simplement parce que ça fait déjà 30 flacons et qu'on commence à avoir plein de flacons sur la table, c'est un peu compliqué. Donc par opposition à cette dilution hahnemannienne ou centésimale, on progresse par puissance de 100, on a la dilution korsakovienne. Donc Korsakov, lui, est un admirateur d'Hahnemann, il est russe, et sa caractéristique, c'est qu'il est médecin militaire. Quand vous êtes médecin militaire, vous avez à soigner des blessures de guerre, et pas des blessures de gens qui sont en bonne santé, qui évoluent dans le civil. Donc les blessures de guerre sont toujours des blessures qui s'infectent, qui sont difficiles à soigner, et Korsakov comprend bien que Hahnemann, par sa méthode, va avoir des succès spectaculaires. Par exemple, en 1832, Hahnemann va soigner les grandes épidémies de choléra qui ravagent l'Europe. Et il n'y a que lui qui arrive, par l'homéopathie, à soigner le choléra. Tous les autres médecins échouent lamentablement. Leurs malades meurent par centaines, sauf les malades d'Hahnemann. Il a à peine, sur plusieurs milliers de patients, il a juste 1 ou 2 morts, à cause de sa technique homéopathique. Donc Korsakov voit ce succès, et il se dit, ce serait peut-être bien de l'appliquer sur les champs de bataille. Simplement, sur les champs de bataille, faire du 30CH, c'est pas très commode. Parce qu'il faut 30 flacons, et c'est long, c'est compliqué, et les malades arrivent pas les malades, les blessés arrivent par charrette entière. Donc il va lui falloir trouver un moyen d'aller très vite pour faire la dilution, et il va inventer la dilution korsakovienne, qu'on note K, c'est-à-dire qu'on part de la teinture mère, on prend la même chose qu'Hahnemann, bien sûr, mais là on vide le flacon, et puis on va se servir simplement par capillarité, il reste toujours un peu de teinture mère dans le flacon, on rajoute 100 ml d'eau pour refaire le volume initial. Bien sûr, on succuse,
c'est-à-dire qu'on mélange en agitant, et puis on verse, on vide de nouveau le flacon, et on remet 100 ml, on vide le flacon, on remet 100 ml, ce qui fait qu'on fait des dilutions successives, et là on peut aller non pas à 30 cas, mais on peut aller jusqu'à des millions de cas. On peut faire ça 1 million de fois. Alors à la main c'est un peu long, mais avec des machines ça se fait très bien. Il y avait des machines qui ont été développées pour faire ces dilutions korsakoviennes. Alors l'intérêt de la korsakovienne par rapport à l'hannemienne, c'est que ça va beaucoup plus vite. On ne fait qu'une dilution, en plus c'est probablement plus puissant, puisqu'il y a une 30K par exemple est beaucoup plus secouée qu'une 30CH. Donc on a quelque chose qui est normalement plus fort, et surtout c'est quelque chose qui, comme on se borne à vider le récipient, on prend toujours le même, en fait on peut dire que dans une korsakovienne il y a toutes les dilutions, depuis la première jusqu'à la 30e ou la 100e. Donc c'est un petit peu différent de l'hannemienne, où par contre on a une dilution qui est spécifique. Voilà, donc ça c'est l'aspect pratique de l'homéopathie. Aujourd'hui, il y a encore des médecins qui utilisent des korsakoviennes, mais la majorité utilise plutôt les hannemiennes. La caractéristique de cette médecine, comme je l'ai dit, c'est qu'elle est très efficace. Je vous rappelle que Korsakov était médecin militaire, donc il soignait avec ça des blessures atroces sur les champs de bataille, il prévenait des infections bactériennes, je dis bien des infections bactériennes, avec simplement des petites pilules de sucre. Et ça allait même plus loin, c'est que les blessés arrivaient tellement vite qu'il n'avait même pas le temps de faire ça. Alors il avait développé une autre méthode encore plus rapide, c'est que loin du champ de bataille, il faisait sa dilution, c'est korsakovienne, et il amenait avec lui sur le champ de bataille un granule, un seul. Et avec ce granule, il informait en secouant un récipient 100 granules homéopathiques vierges. Il obtenait donc avec un granule 100 granules dynamisés qu'il donnait à ses malades, et il en gardait un pour le remettre dans 100. Et ainsi de suite, c'est-à-dire qu'il pouvait soigner 10 000 malades dans la journée grâce à un granule. Donc ça montre la puissance du remède homéopathique, c'est que non seulement ça soigne, mais en plus, il semblerait qu'il y ait une transmission, il y a une information qui se transmet. Une fois que le granule est fait, on peut transférer l'information d'un granule à d'autres granules qui, eux, n'ont pas été informés. Voilà, donc ici, juste pour vous montrer comment a été perçue cette homéopathie. Alors, elle a été très mal perçue pour 2 raisons. La première, c'est parce que ça marchait, alors que l'allopathie ne marchait pas, particulièrement contre le choléra ou des infections. Les homéopathes avaient de bien meilleurs résultats que les allopathes. Donc ça provoquait la jalousie des allopathes. Et puis surtout, Hahnemann était chimiste, et donc il préconisait, il avait examiné, il faisait des examens des apothicaires, et s'était aperçu que tous les médicaments qui étaient fabriqués par les apothicaires étaient en général frauduleux. C'est-à-dire que les apothicaires trichaient, ils ne faisaient pas ce que le médecin indiquait sur l'ordonnance. Donc il préconisait de ne jamais aller à la pharmacie, mais de toujours faire ses remèdes soi-même. Alors vous comprenez que les pharmaciens, ils n'étaient pas très contents, et c'est pour ça qu'on a ce genre de caricature. Donc on voit un malade qui se fait soigner, il a mal au dos, et donc on lui prescrit des coups de bâton sur le dos, parce que similia similibus quiarentur, t'as mal au dos, et on va te faire encore plus mal pour que tu guérisses. Voilà, c'était un petit peu, on a réutilisé l'homéopathie depuis qu'elle a été développée par Hahnemann, et depuis ce moment-là, ça n'a pas arrêté. D'autant plus que vers la fin du XIXe siècle, on va découvrir le nombre d'Avogadro, et on va s'apercevoir, d'après la théorie de la dilution, du nombre d'Avogadro, qu'au-delà de 12 CH, il n'y a plus de remède du tout dans le médicament homéopathique, qui va rajouter une confusion aux destructeurs, ça va leur donner un argument pour nier l'importance de l'homéopathie.